Bienvenue sur ce live switch BFM Business. On va parler de cybersécurité aujourd'hui avec nos invités. Nous en aurons deux. On va démarrer avec Bernard Spitz. Bonjour. Bonjour. Bernard, merci d'être avec nous. Vous êtes président du pôle international Europe du MEDEF, ancien président de la Fédération française de l'assurance. Et on vous reçoit aujourd'hui en tant que président aussi de la commission cyber-risque du Club des juristes avec un rapport que vous avez remis. On basculera, ne vous inquiétez pas, vers ce rapport. Vous verrez tous les chiffres. Et puis voilà. Donc on va démarrer une discussion tous les deux. On aura en deuxième partie de ce live Twitch d'ici une demi-heure. Joël Courtois, qui est le directeur général de l'EPITA, il sera accompagné de Robert Héra, qui est le responsable de la chaire cybersécurité au sein de l'EPITA. Donc là, on parlera davantage des talents, des formations, des compétences. Mais tout de suite, on va démarrer avec vous, Bernard, et ce rapport du Club des juristes. On va s'appuyer dessus. Mais peut-être un premier mot, Bernard, sur l'ambiance aujourd'hui autour de cette cybersécurité. On le sait, hein, on n'arrête pas de le dire, il y a de plus en plus d'attaques. Même dans les médias, on pourrait presque en avoir une par jour dont on pourrait se faire l'écho. On sent que les entreprises ont compris que c'était un élément important. Certaines ont été carrément à l'arrêt. En laboratoire Pierre Fabre, il y a de multiples exemples. Mais on sent qu'il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine. Oui. Et puis la réponse aussi à apporter, ça on en parlera, puisque vous représentez aussi des juristes. Quelle réponse apporter? Est-ce que les entreprises sont armées pour répondre? Est-ce que les assureurs, vous avez été, je le rappelle, le président de la Fédération française de l'assurance, vous connaissez aussi bien ce domaine. Alors allons-y, démarrons et on reviendra sur ce rapport dans quelques instants. Ce qu'on peut peut-être dire d'abord, c'est que ça intéresse tout le monde. Vous avez cité les entreprises, vous avez raison, mais il n'y a pas que les entreprises. Il y a les particuliers, qui soient les individus, ils travaillent dans les entreprises, mais ils sont à titre personnel exposé à ce risque. Il y a aussi les grandes organisations, les associations et aussi les États. Puisque, en fait, au fond, pourquoi en parle-t-on autant? Parce que le monde est un monde numérique, il l'est de plus en plus, c'est un monde digital. Vous savez, quand on a inventé l'automobile, il y avait plus d'accidents automobiles qu'avant. Bon, et ben voilà, il y a beaucoup d'accidents du numérique et il y a beaucoup de gens qui essayent de s'insérer. Parce que c'est quand même plus facile d'aller faire du piratage, et disons moins dangereux, d'aller faire du piratage et d'essayer de tirer un profit d'une extorsion à distance via le numérique que d'aller cambrioler une banque. Aujourd'hui, c'est tout ça. C'est moins fatigant. C'est à la fois, on cherche à faire de l'extorsion, ça peut être aussi de bloquer un concurrent ou une entreprise qui peut être concurrente, voire un pays, voire un concurrent. Ça peut être aussi entre deux personnes. Mais voilà, quelles sont les principaux motivations des cyberpirates? Vous avez tout. Alors, on parle de la cybercriminalité. Alors, après, il y a des gens qui essayent de s'amuser, si on peut dire, à s'introduire dans des réseaux et à venir faire des choses. Ils n'ont pas d'intention, je dirais, criminelle, mais enfin, de fait, c'est quand même une violation de l'espace numérique privé des uns et des autres. Et puis, vous avez des vrais gens qui sont organisés. Là, vous avez tous les niveaux. Vous avez les petits voleurs, ceux qui entreraient dans une maison parce qu'il y a une fenêtre ouverte, comme ça, la dérobade, qui viennent aller chercher des données ou obtenir des informations ou faire un peu de chantage en vous bloquant vos données. Et puis, vous avez aussi des choses extraordinairement sophistiquées, organisées, parfois montées telles des entreprises, parfois montées par des États. Donc, on a vraiment toute la gamme de la criminalité, mais dans un univers qui, donc, numérique est sans cesse croissant, et avec cette dimension particulière qu'a été le virus. Parce que le virus, chacun sait que ça a été une accélération formidable de la tendance à la numérisation du monde. Il n'y a jamais eu autant de télétravail. Donc tout ça facilite des transmissions de données dans des proportions considérables et met en plus en situation de faire ça, d'utiliser ces données, des gens qui n'avaient pas été préparés, formés, éduqués, vous allez en parler tout à l'heure, pour ça. Et donc, du coup, il y a beaucoup de fragilité dans tout ça, un manque d'expérience, un manque de précaution, un manque de préparation, tant dans les entreprises que chez les gens. Et là-dedans, il y a des gens qui essayent de s'insérer là-dedans et d'en tirer profit. On va commencer à répondre aux premières questions qui arrivent, mais juste un mot sur le rapport donc, du Club des juristes. Vous êtes là aussi à ce titre aujourd'hui, ça s'appelle le droit pénal à la preuve de cyberattaque. Ouais. Là, je diffuse, pour ceux qui nous regardent en ce moment, les quelques chiffres. Qu'est-ce que vous, en deux mots, qu'est-ce que vous dites dans ce rapport? Il y a des recommandations, il y a un constat, il y a des recommandations. Il y a un constat, on voit les chiffres. Il y a à la fois, alors, il ne faut pas que le titre qui est juridique fasse peur à des lecteurs qui se disent si je ne suis pas juriste, je vais rien comprendre. Non,
il est pédagogique. D'abord, c'est un travail collectif. C'est Valérie Lafarge-Sarkozy qui en a été rapporteur, et c'est toute une série de gens qui sont d'ailleurs interviewés dans le rapport. C'est assez intéressant, et ça, c'est à la portée de tous. Vous avez les responsables des agences qui assurent la sécurité sur le plan public face aux cyber-risques. Vous avez des magistrats du parquet, vous avez des spécialistes de géopolitique, vous avez toutes sortes de témoignages qui tous abordent le sujet à travers l'angle qui est le leur. Et donc dans ce rapport, on trouve à la fois le constat de la situation, beaucoup d'exemples, et puis un certain nombre de conseils. D'abord des conseils vis-à-vis des entreprises en disant quelle est la checklist des choses qu'il faut faire si on veut se préparer, se protéger du mieux possible par rapport à ce risque. Donc ça paraît évident, mais enfin, quand vous n'avez pas été préparé, c'est bien d'avoir la checklist et de se dire est-ce que j'ai fait ça, est-ce que j'ai fait tout ça. Et puis c'est aussi des conseils si jamais ça vous arrive. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment faut-il porter plainte? Où faut-il aller? Etc. Donc c'est très pratique. Après, vous avez aussi une présentation synthétique du droit en France, qui est déjà très développée. Et puis pour finir, des propositions pour améliorer notre défense contre ce risque. Alors, on va commencer à répondre. Alors, n'oubliez pas, le but, évidemment, c'est que vous participiez. Nous, on est là pour essayer de faire vivre ce Twitch. Et puis, Bernard, pour répondre aux questions. Alors, première question, c'est Azanou. Alors, comment réellement se sécuriser? Est-ce que les authentifications sont si fiables que cela? On peut être sécurisé à 100%? Non, mais on sait bien qu'on ne peut pas être jamais sécurisé à 100%. Mais enfin, on n'est pas obligé... C'est quoi les niveaux? Parce que déjà... On n'est pas obligé de faciliter la tâche des intrus. Moi, souvent, ce que je dis, c'est que qu'on soit une entreprise ou qu'on soit un particulier, il faut d'abord identifier ce qu'on veut sécuriser. Est-ce qu'en tant que particulier, j'ai peut-être envie juste de sécuriser mes photos, à la limite mes recettes de cuisine, je m'en fiche un peu, et l'entreprise, c'est un peu la même chose. Il y a peut-être des choses, il y a différents niveaux de sécurité. Je vais vous dire, il y a beaucoup de cambriolages qui se produisent parce que des enfants disent à leurs copains qui partent en vacances et que c'est super parce que pour nourrir le chat, on a laissé la clé sous le 3e pot de fleurs. Vous voyez, c'est bon. Donc ça démarre par là. Ça démarre de façon simple. Et puis après, évidemment, vous avez les entreprises, elles ont les données, elles peuvent éventuellement, selon la nature de l'entreprise, faire des choix de plus ou moins grande protection. Mais enfin, quand vous protégez vos données, vos clients, votre comptabilité, vos recettes, votre logistique, etc. Enfin, aujourd'hui, c'est un fait qu'on vit complètement sous la dépendance du fonctionnement du numérique et que donc on ne peut pas se permettre, sauf à s'exposer à de graves dangers, de faire l'impasse. Tiens, il y a une question, Bernard, porteur de 9834. Y a-t-il des obligations pour les entreprises, les PME, etc., au niveau de la protection des données? Quelles préconisations sinon? Les obligations, elles sont récentes et effectivement, elles portent, c'est notamment le cadre européen, la RGPD, comme le règlement général de protection des données. Et vous avez en France aussi la CNIL qui donne un certain nombre de règles. Alors par exemple, oui, il y a des obligations qui sont que si jamais vous êtes victime d'un système on a capté vos données, vous devez informer vos clients ou les personnes dont les données ont pu éventuellement être captées de la chose. Ça n'est pas indifférent parce que, par exemple, ça permet de déterminer, d'encourager les gens à prendre des précautions parce que ça coûte de l'argent de faire ça. Donc c'est contraignant et c'est bien parce que du coup ça vous amène pour ceux qui minimiseraient les choses à prendre des précautions. Puis ça permet aussi de cadrer le champ du préjudice que ça peut causer et ça c'est important du point de vue de l'assurance. Parce que tant que ce n'est pas clair, les obligations auxquelles vous êtes obligé de vous conformer, ce n'est pas facile de déterminer quelle est la valorisation du préjudice, du coût du préjudice. Est-ce que l'assureur est un véritable partenaire aujourd'hui? Oui, il peut l'être. Après, ça dépend des cas, bien sûr. Mais la fonction de l'assureur, c'est effectivement d'être un partenaire pour les entreprises, pour les aider, dans l'intérêt des uns et des autres d'ailleurs, à minimiser le risque. Mais pour les gens qui s'effraient pour les gens qui connaissent bien le numérique, qui voient bien de quoi on parle, pour ceux qui pensent que c'est compliqué, qui pensent chez eux au fait qu'on met une porte blindée, quoi.
Si on met une porte blindée, c'est qu'on se dit, bon, comme ça découragera les cambrioleurs. On peut blinder l'accès à ces réseaux en prenant les précautions d'usage. Après, ce qui a un peu changé peut-être par rapport là aux différentes questions qui nous arrivent, on va répondre notamment sur la partie humaine, c'est qu'auparavant, on était tous dans l'entreprise, on n'en sortait pas, donc c'était plus facile de sécuriser. Aujourd'hui, on sort avec notre mobile, on est en télétravail avec cette pandémie, donc on ouvre davantage de failles. Voilà, c'est à quoi il faut faire attention. Aujourd'hui, il y a des grandes entreprises qui ont leur service de sécurité, etc. Mais c'est pas pour ça qu'elles n'ont pas moins de failles. Mais voilà, si on a quelqu'un un peu moins novice dans le domaine... On a en France des gens très compétents dans ce domaine. Et ça, c'est important de le dire, parce que c'est une de nos forces. On a l'ANSSI, dont on reparlera peut-être, est une agence qui est absolument reconnue. C'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Voilà, et elle est absolument reconnue, et notamment par les grandes entreprises, quand elles ont eu des cas comme ça d'attaques cyber pour leurs compétences et leurs conseils. On a une police qui est efficace, des magistrats qui sont spécialisés, tout ça avec un manque de moyens parce que ça ne cesse de l'ampleur du phénomène et l'ampleur du trafic. C'est difficile d'avoir la source. Voilà, ça, alors après, on a un problème d'accès aux données, ça on en reparlera peut-être après. Mais donc, on a des gens très compétents, y compris d'ailleurs dans les entreprises qui sont chargés des spécialistes de la sécurité, etc. Encore faut-il que tout ça soit aligné et que les entreprises y fassent le demandent. Et puis, il y a la question de l'information, parce que par exemple, si vous laissez votre ordinateur allumé, il y a toutes sortes de choses, c'est bête, mais ça facilite l'accès. Et après, le maillon faible permet d'accéder aux autres. Donc c'est une question que nous propose Patch 34. Bonjour messieurs, ne pensez-vous pas finalement que la plus grande faille est humaine? C'est ce qu'on dit toujours. Nous pouvons mettre énormément de protection, l'utilisateur sera toujours décisif. C'est juste. Donc c'est la formation, c'est la sensibilisation. C'est la formation. Alors la formation dans l'entreprise, parce qu'il y a des systèmes qui sont peut-être plus ouverts que d'autres, plus compliqués que d'autres, qui demandent plus de précautions que d'autres. C'est aussi la formation, moi j'y attache d'importance. C'est d'ailleurs notre troisième volet. On a fait le premier tome sur l'assurance, le second, celui dont on parle sur la cybercriminalité. Le troisième sera sur l'éducation et la formation. Moi j'estime que les enfants doivent être aujourd'hui formés à traverser l'espace numérique comme on leur apprend à traverser la rue en sortant de l'école. Si on ne leur donne pas des règles élémentaires dès le départ, de la même façon qu'enfant, on avait des cours de conduite routière. Là, je me souviens, à l'école, on apprenait les panneaux et tout ça. Aujourd'hui, ça doit être la même chose dans le monde numérique. Il y a quelqu'un qui a posé une question sur quels sont les pays qui profitent le plus de cette cyberguerre. Alors là, c'est tout de suite placer la chose au niveau des nations. C'est pas faux. Il y a des pays qui... alors, il y a deux façons pour les pays de profiter, d'encourager cette cyberguerre. Soit c'est d'accueillir des gens qui font ça sans poser trop de questions et en les laissant faire et surtout en empêchant que les enquêtes puissent aboutir chez eux. Puis il y a les pays qui sont les organisateurs même de la chose. On sait que la Corée du Nord a organisé des opérations industrielles qui évidemment étaient dirigées par les services de Corée On entend du Nord. Souvent, c'est souvent en Corée du Nord, Chine, Russie, pays de l'Est, pays asiatiques. C'est les trois que vous citez qui ont été d'ailleurs mis en évidence dans des enquêtes qui ont pu avoir lieu, donc voilà, c'est une forme moderne du bon vieil espionnage de la guerre froide. De déstabilisation aussi, on peut... Oui, et après, ça dépend ce qu'ils font. Il y en a qui font ça pour effectivement déstabiliser. On sait que la campagne américaine électorale a été en partie attaquée dans ce contexte. Et donc, alors ça, il y a les aspects publics, c'est-à-dire la campagne présidentielle, des choses comme ça. Et puis, il y a des choses beaucoup plus, je dirais, souterraines, mais qui portent sur les secrets industriels, les secrets de fabrication, des pièces, de la chimie, des choses comme ça. On en a une justement, c'est Azanou. Pourquoi les groupes de cybercriminels volent des données pour ensuite demander une rançon en menaçant de les publier, comme Apple avec le groupe de hackers Revile qui menace de publier des plans d'assemblage des Mac. Qu'est-ce qu'ils ont à y gagner là-dedans? Certes, il y a l'histoire de la rançon, ils peuvent demander à Apple une rançon, sinon ils ne le diffusent pas. Mais c'est comme s'ils volaient vous savez, dans les films, vous avez le type qui vole l'attaché-caisse avec les plans secrets, c'est pareil. Quel intérêt? L'intérêt, c'est de nuire.
Et c'est de nuire soit pour en retirer un profit, soit pour au profit de concurrents, soit pour éventuellement, vous avez toutes les hypothèses, y compris de faire chuter les cours de bourse pour des gens qui ont éventuellement spéculé à la baisse. Enfin bref, voilà. Les montants d'ailleurs des rançons, comment ça... On était avant, je regarde par rapport à la France, on était à quelques milliers d'euros, maintenant on peut monter à des millions. Hein, oui, il y a pas de... tout dépend évidemment de la surface financière de la victime, mais bien entendu, ça peut aller de sommes modestes, en tout cas théoriquement modestes, mais qui sont justement destinées à faire ça sur grande échelle, avec beaucoup d'individus et avec des sommes modestes, en espérant qu'ainsi les gens, comme ça, pour se débarrasser du problème, vont payer. Et d'ailleurs, hélas, ça marche. La France, c'est un pays dans lequel... Une des choses qu'on regrette, c'est qu'il y a une propension à payer les rançons plus élevée qu'ailleurs. Alors justement, il y a quelques questions. Avant, tiens, on va prendre celle de Aethelios. Un programme de bug bounty du type bug bounty proposé par l'entreprise YesWeHack. Donc c'est des hackers éthiques. Peut-il être une solution à des problèmes de failles de sécurité? Est-ce que voilà, c'est une solution possible aussi. Je n'ai pas la compétence requise pour pour dire ça, mais ce qu'il y a, c'est que on parlait de Nancy tout à l'heure. Ils ont un système de validation je cherche le mot, c'est pas le visa, mais enfin de tamponnage, de certificat, merci. Ils ont des labels. Des labels, voilà, c'est le label. Ils ont des labels qui donc permettent de répondre à la qualité ou pas de degré de protection. Et c'est ça qu'il faut rechercher. C'est effectivement d'avoir des standards. On ne peut jamais se protéger de tout, comme le disait quelqu'un tout à l'heure, mais il faut avoir des standards pour, je dirais, décourager le plus grand nombre d'attaques. Et alors, on pourra revenir tout à l'heure avec Joël Courtois, qui est le patron de l'EPITA, qui connaît aussi, parce que lui aussi, il travaille dans ce domaine. On pourra revenir sur cette question de Aethelios sur YesWeHack. Est-ce qu'on a plus d'informations? Est-ce que vous, avec les personnes avec qui vous travaillez aujourd'hui, Bernard Fritz, vous avez plus d'informations sur les attaques récentes concernant les différents hôpitaux? C'est vrai qu'il y a plus d'une vingtaine, je crois 27 hôpitaux qui ont été attaqués, donc c'est évidemment extrêmement... Avec certains mis à l'arrêt de l'activité pendant plusieurs jours. Oui, alors ça pose une question de fond qui est que vous avez des entreprises dont le but est un but évidemment de création de valeur, qui est un but lucratif, qui se protègent parce que ça fait partie, disons, des contraintes de gestion qui sont les leurs. Pour des services publics, dont ça n'est pas le but, et dont l'objectif est plutôt centré sur la protection de la qualité des données, etc. Enfin, c'est pas du tout le même état d'esprit, je dirais. Je pense qu'effectivement, il y a eu au départ moins de préoccupations destinées à se protéger d'attaques extérieures, parce que un hôpital n'est pas la poche la plus profonde qu'on peut espérer lorsqu'on est un bandit du net. Donc, mais du coup, ça certainement... chercher les données, les monnayer peut-être, ce genre de choses. En tout cas, ça a attiré un certain nombre de criminels. Mais au-delà des hôpitaux, déjà c'est très préoccupant, mais vous avez d'une façon générale l'espace public qui peut être attaqué. Des villes ont été attaquées. La signalisation des villes a été attaquée, et plus les villes sont intelligentes, plus elles s'exposent, elles sont smart cities, c'est-à-dire on intègre la dimension, et plus ça ouvre la voie à des attaques qui peuvent être tout à fait terribles si on imagine la combinaison de l'utilisation de ce genre de cyber attaques combiné par exemple avec des attaques terroristes. Alors deux questions là qui vont nous intéresser. Il y en a une, j'ai ressorti les chiffres du rapport. Est-ce que le montant des rançons ou le coût des conséquences économiques des hacks en France sont chiffrés, estimés? Aujourd'hui, oui, on commence on entend des... Oui, alors il l'est, je n'ai pas le chiffre en tête, mais on a effectivement, on commence à avoir des statistiques sur la chose. On parle en millions, hein, oui, bien sûr. En millions d'euros aujourd'hui. Plus que ça. Donc on a ces premières indications. Autre question. Les conséquences, le préjudice pour les entreprises, il se chiffre parfois en centaines de millions d'euros. Hein. Il faut bien être conscient que si vous êtes à l'arrêt de fonctionnement pendant plusieurs semaines, que vous pouvez plus utiliser vos appareils, que vous pouvez pas gérer vos stocks, assurer tout dépend évidemment de la
nature du secteur, mais ça peut créer des préjudices tout à fait considérables. Tout à l'heure, vous parliez du rôle des assurances. On reprochait aux entreprises parfois de payer trop vite la rançon. On a entendu Guillaume Poupard, le patron de l'ANSSI, justement, dire il y a quelques jours, mais oui, il reprochait parfois aux assureurs de dire aux entreprises, écoutez, payez la rançon parce que ça va coûter moins cher que nous débourser de l'argent par rapport aux préjudices. Le problème, c'est qu'il y a un certain nombre de sujets qui ne sont pas réglés, c'est-à-dire fait partie des recommandations qu'on fait, qui sont en zone grise. Donc la question de la nature, de savoir quelle est la nature de... Est-ce qu'un assureur peut ou ne peut pas indemniser une rançon, est une question qui n'est pas tranchée encore juridiquement. Donc, tant qu'elle ne l'est pas, cette espèce d'incertitude crée l'ambiguïté. Je profite, on peut aller sur le clubdesjuristes.com. Oui. Voilà, le clubdesjuristes.com, voilà, je le redis bien haut et fort, pour retrouver cette étude et pourquoi pas poser des questions aussi. Alors, il y avait une autre question qui était... elles sont toutes intéressantes, vos questions. Elles arrivent, on essaie de les prendre toutes. On en reportera certaines sur la deuxième demi-heure. À quelles sanctions s'exposent les grosses plateformes comme Facebook lorsqu'elles sont victimes de piratage, de hack, et qu'elles exposent les données de leurs utilisateurs? Ça, c'est d'abord, elles sont obligées d'en informer, de faire une information en temps réel et auprès de leurs utilisateurs, et puis aussi d'une façon plus générale auprès des marchés, puisque évidemment ça a des conséquences sur la valorisation de l'entreprise et donc pour ses actionnaires. Donc, si elle ne le fait pas, là, elle s'expose à des sanctions pénales. Alors après, la question, c'est, il y a des gens qui vont porter plainte, et c'est la justice qui va décider de savoir si l'entreprise avait fait ce qu'il fallait pour se protéger, et que dans ce cas-là, elle n'est pas responsable, on ne va pas vous condamner parce que vous vous faites agresser dans la rue. Bon. Sauf si on s'aperçoit que vous avez pas tout mis en œuvre. Voilà. Vous n'avez pas tout mis en œuvre pour... Alors, pas tout mis en œuvre, ça j'en sais rien, mais si par exemple je vous ai confié quelque chose et puis qu'on vous le vole et que vous me laissez traîner, bon. Donc, enfin, je veux dire, il y a une question de... Chaque cas est différent et il faut donc... ce qui est sûr, c'est que les sanctions sont proportionnelles et au préjudice qui est subi et aux fautes qui ont éventuellement été commises. Y a-t-il eu des condamnations alors c'est Nick Fury 94, y a-t-il eu des condamnations de hackers récemment? Est-il possible de juger les hackers? Alors on en a arrêté quelques-uns en Europe de l'Est, là, il y a quelques semaines à peine, avec d'ailleurs coopération police française et police ukrainienne. Oui. Donc ça, c'est effectivement, il y a des réseaux qui ont été... c'est ce qu'on disait sur la coopération des États. Il y a des États qui coopèrent et des États qui ne coopèrent pas. Il y a eu des beaux résultats, effectivement, parce qu'on a des... C'est un problème... Ce cybercrime, c'est vraiment un appel à la coopération maximale de tous les services et de police et de tous les services de protection de ce type, parce que la cybercriminalité, elle ne connaît pas les frontières. Donc tous les pays démocratiques, les pays occidentaux, les pays qui sont tous soucieux de protéger leur population, ont vocation à partager l'information. D'autant que, encore une fois, il y a des hackers qui font ça uniquement dans des buts financiers, et puis il y a des gens qui sont intentionnés de façon encore plus, je dirais, notamment terroriste, pour... En tout cas, pour répondre à Nick Fury 94, oui, il est possible de juger les hackers. Il faut déjà les attraper. Voilà. Les attraper et après, évidemment, si on les attrape, on les juge et on les condamne. Mais des fois, c'est difficile. Et alors, on a un problème, justement, une des propositions qu'on fait dans le rapport, c'est de faire progresser à Bruxelles, enfin, au niveau européen, la question des données, parce qu'aujourd'hui, il y a eu un arrêt qui pose un problème, et j'en parlais récemment avec la présidente de la CNIL, qui ne permet pas de conserver les données, qui donc entrave considérablement la recherche, la détection pour les enquêtes qui sont faites dans les cas de cybercrime. Alors évidemment, l'idée, c'est toujours de protéger. Il y a toujours une espèce de débat terrible qui est entre la protection et des citoyens, de leurs données, le caractère privé de ces données, mais aussi le fait, en les conservant, de pouvoir remonter les filières de gens qui attaquent. Donc c'est un arbitrage difficile, mais là, on dirait que le balancier est trop du côté... à vouloir trop protéger le consommateur, en fait, on le fragilise et on le met en situation d'être plus la victime des cybercriminels. Allez, on va commenter 2-3 dernières questions, parce qu'on va vous libérer aussi. On avait tenu, il est déjà 3h30, voilà, ça va très vite, mais on aura l'occasion de refaire ce type d'exercice. Est-ce que dans le domaine juridique, des cyberattaques, existe-t-il des prescriptions ?
je ne sais pas répondre à cette question. C'est tellement récent, c'est tellement court. Je pense que non, mais de fait, je ne vois pas sauf à ce qu'on remonte un réseau vieux de 10 ans. Vous voyez, ça va être dur de remonter des réseaux vieux de 20 ans dans le cybercrime. Allez, une dernière question. Avez-vous des conseils à donner à un futur entrepreneur? Donc à travers, on le rappelle, le droit pénal à l'épreuve des cyberattaques. Donc leclubdesjuristes.com si vous voulez vous récupérer que ça fait partie aujourd'hui de la checklist des sujets qu'il doit avoir à l'esprit. Évidemment, ça dépend de la nature de ce qu'il fait comme métier et de ce qu'est son entreprise. Et donc, d'une certaine façon, il faut aussi, faut pas effrayer les gens en disant mais c'est impossible, on va jamais pouvoir se protéger, on va rien faire, etc. Non, on peut très largement se protéger. Il suffit de prendre effectivement un certain nombre de précautions et on les prend d'autant mieux, surtout pour un nouvel entrepreneur, qu'il fait ça en connaissance de cause et que donc il peut dès le départ, pour lui-même et puis pour les gens avec qui il va travailler, prendre ses dispositions pour non pas empêcher toute attaque. Certes, on l'a dit, la protection à 100%, l'absence de risque, le risque zéro, ça n'existe pas. Mais en revanche, pour se protéger du mieux possible, et pour ça, s'appuyer sur les compétences des uns et des autres, sur les assureurs, sur aussi des logiciels qui sont de plus en plus quand même performants. Je profite de votre expérience à l'international, justement, Bernard Fritz. Toute dernière question. La France a été récemment victime d'une campagne de défacement en provenance de la Turquie suite aux allocations d'Emmanuel. Est-ce qu'on peut forcer une enquête de la part de la Turquie? Est-ce que là, il y a une collaboration internationale qui commence à se mettre en place? Je parlais tout à l'heure de l'Ukraine, la police ukrainienne, la police française, la police ukrainienne, la police française. Oui. Est-ce que là, bon, après, il y a les relations avec la Turquie, c'est une autre histoire, oui. mais on peut imaginer que quand ça se passe bien diplomatiquement, il y a une collaboration qui peut se mettre en place. Quand ça se passe bien, ça se passe bien. Vous remarquerez dans le cas de la Turquie qu'elle fait partie de l'OTAN. Et que donc elle est en théorie membre d'un dispositif de sécurité qui est celui du traité de l'Atlantique Nord. Qui serait censé collaborer. Et que donc ce cyberespace fait partie du sujet. Je dirais qu'à mon avis, tout dépend de la nature du crime. Il peut y avoir des crimes où politiquement, géostratégiquement, la Turquie peut accepter de collaborer. Il y a certainement des sujets sur lesquels ce sera beaucoup plus difficile. Eh bien, merci Bernard Spitz d'avoir été avec nous, président du pôle international Europe du MEDEF. Puis vous étiez aujourd'hui président de la commission, vous intervenez aussi en tant que président de la commission cyberiste du Club des juristes. On le rappelle, le droit pénal, je vais repasser, celui-ci c'est ici, pour rappeler un peu la couverture. Pour ceux que ça intéresse de noter, c'est le droitdesjuristes.com si vous voulez avoir davantage d'informations. Et on peut dire aussi que ce dossier il va être traduit en anglais, donc il sera bientôt disponible aussi en anglais. Et que pour ceux que ça intéresse, sur le même site, on peut, il n'a pas vieilli trop. Il y a 2 ans et demi, on a fait celui sur l'assurance. Donc l'autre conseil à donner aux futurs entrepreneurs, c'est de regarder celui sur le rapport sur l'assurance. Eh bien voilà, c'est donné. Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce vendredi. Merci à vous tous qui posez des questions. Restez avec nous surtout. On va continuer. On va appeler par Skype notre invité suivant. Et Bernard, on va vous libérer. Merci à vous en tout cas d'avoir pu vous libérer pour être avec nous cet après-midi. Merci à vous. Voilà, eh bien, je vous libère. Bonjour. Merci. Bonjour. Alors, parfaitement. Alors, je passe en mode... oui. Voilà, je bascule ici. Bonjour Joël. On n'a pas de retour, nous. Est-ce que... alors voilà, donc on est avec Joël Courtois. Alors, on est en train de régler les choses. Je ne sais pas si vous nous entendez, mais nous n'avons pas de retour son. On est en train de régler. Là, c'est bon, Joël? Oui. Est-ce que Joël m'entend? Il m'entend pas. Est-ce que... Vous entendez? Là, nous on entend très bien. Ah. Tu m'entends, Joël?
Très bien. Très bien, eh bien, on peut y aller. Ça y est, je merci. Par le casque. Eh bien, parfait. Donc merci. On poursuit. On vient à l'instant de parler pendant une bonne demi-heure avec Bernard Spitz, qui est le président du pôle international Europe du MEDEF, et on parlait du cyber-risque. On a pas mal de questions qui sont arrivées. Joël, merci d'être avec nous. Joël, directeur général de l'EPITA. L'EPITA, c'est plus de 3000 étudiants aujourd'hui, spécialisés dans dans tout le digital, alors tout ce que ça comporte. Ce sont près des promos de 600 personnes. Et puis tu es avec... alors c'est Robert, hein. J'ai oublié Héra. Tout à fait, Robert Héra. Bonjour Robert, voilà, qui est avec nous, qui va appuyer. Robert Héra est en charge justement de la... Alors c'est un nouveau bachelor mis en place au sein de l'EPITA sur la cybersécurité, c'est ça, et qui va démarrer en septembre prochain, et qui donc en 3 ans va former les forces vives en cybersécurité, et notamment c'est un partenariat notamment avec le campus cyber, mené par Michel Vandenberg, qui va s'installer à Défense. Enfin, c'est dans ce cadre-là, en 2 mots. C'est ça, on pourra en dire un mot, tout à fait. Ouais. Ah oui, peut-être, oui, le présenter très rapidement, ce bachelor. Pourquoi tout d'un coup? Parce que, juste premier mot, Joël, la cyber, ça fait partie des filières importantes au sein de l'EPITA, il faut le rappeler. C'est d'ailleurs ce qui a fait, en partie, la réputation de l'école, il faut bien le dire. Et pourquoi ce bachelor? Alors, il y a 2 thématiques fortes qui existent depuis la création de l'EPITA, qui sont d'un côté, là on a peut-être un écho son, voilà, qui sont d'un côté la cybersécurité, d'autre part l'intelligence artificielle, et ces pôles qui étaient là dès la création de l'école prennent aujourd'hui de plus en plus d'importance dans le fonctionnement de toutes les entreprises. Je ne sais pas si on peut supprimer il y a un retour son. Ouais, c'est bon, parce que là, je m'entends parler avec 3 secondes de décalage, c'est un petit peu difficile. Non, je ne sais pas si on a moyen de le supprimer, mais j'ai ce retour son, c'est un petit peu difficile. Je m'entends parler avec 5 secondes de décalage. Ah oui, flûte. C'est un petit peu spécial. Oui, donc on parle. Je disais donc que dans cette spécialité cyber, nous l'avons développé sur plusieurs axes. L'EPITA, c'est d'abord une école d'ingénieurs. École d'ingénieurs, ça veut dire une formation sur 5 ans avec un aspect de rang commun, une formation scientifique, technologique, business et des spécialités en dernière année. Notre spécialité dans le domaine de la cybersécurité est labellisée par l'ANSSI, que l'on évoquait juste avant, et elle a le label donc SecNumEdu, qui garantit l'adaptation de l'information aux besoins des entreprises. À côté de ça, nous avons développé un centre de formation continue dédié à la cybersécurité, de façon à répondre à des demandes d'entreprises sur des stages courts ou des stages qualifiants pour faire de ce qu'on va appeler du reskilling, de la remise en condition d'experts en informatique qui n'ont pas forcément eu au moment de leurs études les fondamentaux de la cybersécurité qui sont aujourd'hui incontournables dans leur métier. Et je dirais qu'entre ces 2 extrêmes des formations courtes pour les professionnels et de la formation d'ingénieurs, les partenaires du campus cyber, c'est-à-dire tous les grands groupes, Orange, Capgemini, Thales, Sopra Steria, Webstone, etc., j'en oublie plein d'autres, nous ont dit il faut absolument rajouter une composante intermédiaire à un niveau Bac+3, donc à un niveau de bachelor. C'est pourquoi nous avons créé avec eux un programme entièrement adapté à leurs besoins, qui va se dérouler sur 2 ans en formation sous statut étudiant, et la 3e année va se dérouler avec les entreprises du campus cyber, donc directement avec les partenaires qui ont participé à la conception du programme. Ok, alors tout à l'heure... Le campus cyber donc, est localisé sur les tours de la Défense. Oui. Et on rappelle, le campus cyber, c'est 25 000 ou 26 000 mètres carrés, avec tout un ensemble d'entreprises qui vont avoir des représentants là. Enfin voilà, il va y avoir ce partage horizontal, vertical, dans tous les sens, où il y aura des gens d'Orange, de Capgemini, de l'EPITA, de l'INRIA. Voilà, le but, c'est ça, c'est d'avoir vraiment un village où toutes les compétences en cyber sont représentées. Et puis, de pouvoir répondre, parce qu'on sait que on va parler de formation évidemment là, mais il y a la formation et il y a la collaboration qui va être aussi l'un des points forts
hein, pour combattre cette cybercriminalité. C'est là où il y a une démarche. Il y a une démarche extrêmement intéressante qui est de dire réunissons dans un même lieu les compétences les plus pointues du secteur pour que les entreprises ne soient pas en rivalité, en compétition permanente, mais qu'elles partagent leur expertise pour que face à des menaces qui deviennent de plus en plus graves pour les entreprises ou pour les citoyens, il y ait des réactions, des réponses coordonnées avec la participation de l'ANSSI, avec la participation de l'État, État, entreprise, recherche, formation, qu'il y ait un véritable pool pour en faire un totem de la cybersécurité qui répond le plus rapidement possible à tous les types d'attaques qui ne vont faire que s'amplifier. Vous disiez tout à l'heure, il y a aujourd'hui au moins une attaque par jour, il y a des dizaines d'attaques par jour, sans parler de tout ce qui est spamming. Il y a moins de 10 minutes, je recevais à la fois un mail et un SMS me disant que j'avais un paquet de bloquer en douane et de cliquer sur un lien pour aller débloquer le paquet en douane. Oui. Il était évident que c'était une tentative de phishing. Et alors, là, j'ai une question qui est arrivée de Emma Alnet. Quelle recommandation donneriez-vous aux entreprises qui voudraient recruter dans le domaine de la cybersécurité? Donc, l'EPITA forme à la fois des jeunes ingénieurs, mais peut former aussi en formation continue. Alors, c'est quoi? Voilà, on va les recruter. Il faut des spécialistes techniques, mais il faut des gens aussi qui soient spécialistes dans l'organisation, qui connaissent le métier, si on est dans la distribution, le transport, etc., la santé. Il y a un vrai besoin de connaissance du niveau de sécurité. Ça a été dit juste avant également, on ne peut pas sécuriser à 100%. Donc il faut définir le niveau de sécurité dont on a besoin et le type d'outils dont on va avoir besoin. En formation continue, il y a un point essentiel au démarrage, c'est de faire de la formation des dirigeants. Si le dirigeant de l'entreprise n'est pas conscient de la menace et du risque pour son entreprise et pour lui-même, ne pas oublier que les attaquants passent souvent par la famille du PDG pour aller chercher de l'information. Ah oui. Donc il y a une menace personnelle sur l'individu, puis il a sa responsabilité personnelle au sein de l'entreprise. Donc il faut d'abord que les dirigeants d'entreprise soient sensibilisés et qu'à partir de là, ils mandatent leurs équipes pour analyser le niveau de menace. Une fois qu'on a ce niveau de menace, eh bien, si l'on est sur des environnements assez complexes, on va avoir besoin de profils ingénieurs pour mettre en place des solutions adaptées à l'entreprise. Sur des menaces ou des environnements plus classiques, là vont intervenir des techniciens, les personnes formées au titre des bachelors, pour de la mise en place de solutions que l'on trouve aujourd'hui sur étagère. Et c'est quand même ça l'une des grandes nouveautés de ces dernières années, c'est de voir arriver de plus en plus de produits sur étagère, des produits autonomes, quelquefois comprenant des modules d'intelligence artificielle pour en renforcer la pertinence. Et puis le dernier point étant d'avoir une sensibilisation de tout le personnel. Quand on dit tout le personnel, ça a également été évoqué par Bernard Spies tout à l'heure. Il y a besoin d'une vraie prise de conscience à tous les niveaux dans l'entreprise. Donc c'est cette analyse des besoins, du niveau de sécurité dont on a besoin, qui va permettre de définir les profils les plus adaptés pour atteindre ce niveau de sécurité de l'entreprise. Et est-ce que justement dans les programmes de formation, on va parler de l'EPITA, hein, puisqu'on est ensemble, il y a des choses qui ont changé dans le cursus de formation, c'est-à-dire il y a toujours ce socle technologique, ce socle organisation d'entreprise, mais un côté aussi davantage communication. Voilà, on va former, évidemment, l'EPITA va former des ingénieurs, des techniciens super bons dans ce domaine, mais qui savent aussi en parler, parce que je pense qu'on a eu ce souci aussi à un moment quand on parlait de cybersécurité, c'était les spécialistes qui parlaient aux spécialistes, un peu comme les informaticiens aussi entre eux, et du coup intéresser les autres, ça devenait compliqué, quoi. Oui, on va éviter de jargonner et il faut effectivement être capable de communiquer avec tous les partenaires de l'entreprise. Il y a des choses nouvelles. Faire de la gestion de crise, c'était quelque chose que l'on n'envisageait pas dans une formation d'informaticien classique il y a quelques années. Tout simplement parce que l'informaticien participait au développement de l'environnement numérique de l'entreprise, mais n'était pas forcément confronté à ce qui est aujourd'hui une situation de crise en cas d'attaque. Et il doit là disposer de compétences qui dépassent largement l'aspect technique. D'abord, des compétences juridiques, ça a été évoqué également tout à l'heure, des compétences juridiques sur le risque encouru par l'entreprise face à l'attaque qu'elle vient de subir, à la façon de communiquer, y compris à la façon de communiquer vers vous, vers les médias. Oui. Aujourd'hui, la règle d'or, c'est la transparence. Il y a quelques années, on minimisait systématiquement
les attaques et ce qui venait de surprise d'entreprise. Aujourd'hui, je crois que tout le monde a compris qu'il fallait aller vers la transparence. Mais il y a des actions. Il faut avoir des plans de continuation d'activité qui résistent à ces attaques. Et donc, on voit là que la formation de l'ingénieur s'est largement diversifiée, puisqu'on dépasse complètement ce cadre technique avec de la communication, du droit, de la qualité, de la mise en place de systèmes de qualité particulièrement robustes pour faire face à ces attaques dont on sait qu'elles vont se produire et dont on sait que malgré toutes les précautions qu'on aura pu prendre, certaines vont réussir. Et est-ce que... Il est aussi important de savoir quoi faire si l'attaque est passée, que ce qu'il faut faire pour l'éviter. Et est-ce que, de la même façon, l'EPITA doit travailler avec des écoles de commerce pour, justement, des gens qui vont faire du marketing, qui vont faire des designs de produits, du design de tout un tas de choses, qui doivent être alertés. Des gens, tiens, ce matin, on parlait de la nouvelle école de Xavier Niel, là, dans le domaine de l'agriculture. Voilà, travailler avec des écoles d'agriculture, parce qu'eux aussi peuvent se faire pirater, parce qu'on peut aller modifier des datas, leur piquer des données. Donc ça aussi aujourd'hui, c'est peut-être ça, c'est rajouter aussi un module cyber dans les autres formations, sans en faire des spécialistes évidemment très pointus. C'est ce que nous faisons déjà. Nous travaillons étroitement avec une grande école de commerce qui est l'Institut supérieur de gestion de Paris, l'ISG, et nous avons créé des nano-certificats autour de la cybersécurité, de façon à ce que tous ces futurs managers, responsables commerciaux aient cette sensibilité comme un élément de base, hein, de la même façon qu'aujourd'hui, tout ingénieur, tout développeur, mais vous l'évoquez, qu'il s'agisse du domaine de l'agriculture ou de la pharmacie ou de la médecine, il devrait y avoir cette sensibilisation. Ça a été évoqué également par Bernard Flitz tout à l'heure. On apprend aux jeunes à traverser la rue. Il faut apprendre à traverser un espace numérique. J'étais très surpris de voir que dans les nouveaux programmes de NSI, c'est une excellente chose d'avoir introduit l'informatique. Donc des masters de sciences d'information, master système d'information. Et de terminale. Mais la sécu y est quasiment absente. Ah oui. Oui, on avait une question aussi tout à l'heure de Atelios qui demandait si on pouvait faire confiance à tous ces Yes We Hack, des structures de ce type. Je sais que l'EPITA travaille aussi avec des hackers éthiques. Il y a des ingénieurs ou des élèves ingénieurs qui viennent proposer leurs services dans ce domaine. Ça, pour des gens qui veulent se tester, est-ce que c'est un bon moyen aussi d'essayer de déceler des failles dans son système d'information ? Oui, ces structures jouent un rôle important. Yes We Hack, aujourd'hui, est une structure parfaitement reconnue, auquel beaucoup d'entreprises font appel. On peut tout à fait travailler avec des groupes de hackers éthiques, hein, qui sont reconnus, qui sont visibles, mais qui sont encadrés. Là aussi, il y a besoin de cette phase de reconnaissance initiale. Il faut être encadré. On ne fait pas du bug bounty en laissant les clés de la maison et en disant je reviens la semaine prochaine voir ce qui s'est passé. On a quelquefois des propositions de start-up disant est-ce qu'on peut associer tous vos élèves à des opérations de bug bounty, on est en train de lancer une nouvelle activité, on va se faire connaître grâce à ça. Surtout pas. Si on n'est pas dans un environnement extrêmement cadré d'un point de vue juridique, il est hors de question d'aller toucher à quoi que ce soit dans l'entreprise. Tiens, une question, parce qu'elle nous est revenue 2 fois. Alors, je ne sais pas si Joël ou Robert, elle est un peu moins liée à la formation, mais est-ce que les satellites ont un niveau de cybersécurité important ? Est-ce que c'est Robert, le spécialiste, qui peut répondre du sous-marin au satellite, Robert, je crois que tous les systèmes doivent se protéger. Oui, alors c'est une question un peu complexe, parce que si on parle de satellites civils, je ne suis pas sûr que les satellites qui ont été lancés il y a une dizaine d'années soient très sécurisés. Je pense que si on parle des satellites militaires, ils sont extrêmement sécurisés, puisqu'ils s'observent probablement les uns les autres. Je pense qu'aujourd'hui, on va avoir des attaques contre les satellites, mais leur niveau de sécurité est quand même très élevé. Ce qu'on voit dans les films où il y a un ado qui prend son téléphone et prend le contrôle d'un satellite, c'est beaucoup plus complexe que ça, et surtout ça se voit parce que le satellite est extrêmement surveillé, donc dès que vous perturbez ses communications, à terre, les propriétaires s'en rendent compte, quoi.
Bon, Ils ont des niveaux de cryptographie, les satellites militaires chiffrent tout. Donc, prendre le contrôle, ça veut dire aussi casser le système de chiffrement. J'ai un doute quand même. Vous nous rassurez. Et c'est très secret, c'est extrêmement difficile d'avoir des informations sur ce que font ces satellites. Vous nous rassurez. Alors, il y a une question de Fulgurocrate. J'observe un grand déficit, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, j'observe un grand déficit de cyber dans les institutions publiques. On a pu notamment l'observer dans les hôpitaux. Est-ce que la fonction publique ne manquerait pas d'étudiants, alors sortant d'EPITA, oui, puisqu'on est ensemble, mais voilà, comment faire pour qu'il y ait davantage de... Parce que c'est bien de former les étudiants, mais encore faut-il qu'il y en ait qui soient à l'entrée de l'école, hors de l'EPITA ou d'autres écoles d'ingénieurs, mais est-ce qu'on manque aussi de cette masse, de ces ressources en entrée d'école? Il faut les attirer aussi vers ce secteur. Comment faire? Oui, c'est une vraie problématique d'attirer les jeunes vers les métiers de la sécurité. Il faut avoir cette envie, ce côté un petit peu de chercheur, ce côté qui peut être un peu ludique parfois, de se dire je suis en train de chasser le bug, je cherche l'intrus. Les étudiants que nous avons dans la spécialité système réseau sécurité et ceux qui seront dans le bachelor à partir de la rentrée de septembre vont être confrontés à des exercices comme on le fait avec l'armée, des exercices de type DEFNET où le ministère arrive avec une configuration système correspondant à une simulation d'entreprise ou une simulation de serveur sur lequel il y a eu des attaquants qui ont réussi à pénétrer, qui ont volé des informations, qui ont laissé des pièges à l'intérieur. Et les étudiants doivent, en quelques heures, identifier par où sont passés les attaquants, ceux qu'ils ont laissés à l'intérieur, et essayer d'identifier également ce qu'ils ont pu prendre comme type de données. Donc il y a ce côté un peu chasseur qui peut être passionnant pour certains. Bon, et puis, à côté de ça, il y a trop souvent l'image que l'expert en cybersécurité est un geek un peu coincé, enfermé, qui ne parle que sa machine. Or, clairement, le métier n'est pas là. Le métier, il est dans la compréhension du métier qui est en face pour savoir ce qui intéresse l'attaquant et identifier à partir de là les niveaux de sécurité dont a besoin l'entreprise. Donc, vous voyez, on est sur un besoin de personnes extrêmement curieuses, ouvertes, avec un excellent niveau en code. Si l'on veut faire du reverse engineering, retrouver par où sont passés les attaquants, il y a besoin de cette compétence technique. Et sur le bachelor que dirige Robert, il y aura également cette compétence technique très, très, très pointue. Mais on recherche des personnes extrêmement curieuses et ouvertes pour rentrer dans ces métiers. Oui, parfois... Il faut effectivement le faire pénétrer dans les autres métiers. Ça ne doit pas rester une problématique d'informaticien. Finalement, quelque part... La technique mise à part, c'est de la logique, c'est du bon sens. Enfin voilà, c'est ce qu'il faut se dire. C'est voilà, aimer résoudre des problèmes qui ne sont pas forcément que des problèmes mathématiques. Et de l'ordre du comportement. Pardon, j'ai pas entendu. Et du comportement. C'est de l'ordre du comportement. Oui. Il faut que chacun soit conscient de cela. On parlait tout à l'heure de satellites que l'on allait attaquer à distance. Comme de voitures qui sont hackables ou d'ascenseurs qui sont piratables. C'était le cas. C'était le cas simplement parce que c'était des systèmes qui avaient été conçus, je ne vais pas dire dans le merveilleux monde des bisounours, mais presque, où de gentils ingénieurs développaient un gentil produit pour de gentils clients. Or, d'un seul coup, nous sommes arrivés à une époque où les mafieux n'ont plus aucun scrupule. Attaquer un hôpital en se disant que des personnes vont mourir derrière cette attaque, c'est quelque chose qui dépasse ce que l'on imaginait il y a quelques années. Donc pourquoi protéger un hôpital? Qui va s'attaquer à un hôpital? Or aujourd'hui, on le constate, on tire sur les ambulances comme on tire sur les hôpitaux. Donc il a fallu que cette prise de conscience s'installe, il a fallu que des responsables de sécurité interviennent dans toutes ces structures, il a fallu sensibiliser les médecins. Les médecins sont des chercheurs, sont des scientifiques. Quand on leur dit qu'il faut en permanence verrouiller son écran, ses données, vous les embêtez, les médecins, ils ont d'autres priorités. Et pourtant, il faut que ça rentre dans les réflexes de tout un chacun. Oui, nous sommes dans un monde numérique et ce monde numérique comporte des dangers. Deux questions là qui arrivent. Il y a Juan Deljardin qui demande est-ce que les bons développeurs aujourd'hui sont tous dans la blockchain, et puis la deuxième qui est un peu liée quelque part, c'est comment voyez-vous le métier d'ingénieur cybersécurité dans 5 à 10 ans? C'est vrai qu'on parlait d'intelligence artificielle, voilà, ça va venir. Première question, est-ce que oui, ce que vous voyez chez EPITA, quoi, est-ce qu'ils vont tous vers la blockchain? Est-ce qu'il y a une mode? Il y a des modes. La blockchain, est-ce que les bons développeurs vont...
vont tous vers la blockchain aujourd'hui? Non, il y a beaucoup de développeurs qui se dirigent vers la blockchain. Ça va faire un goulot d'étranglement parce que les logiciels n'évoluent pas extraordinairement rapidement. Hein. Les protocoles sont, enfin, comme le Bitcoin par exemple, c'est très structuré. Enfin, dans les développeurs que je connais, il y en a très peu qui se dirigent vers la blockchain, mais c'est vrai qu'on a 2 doctorants qui vont arriver bientôt et qui vont faire une thèse CIFRE sur la blockchain, mais sur les utilisations non liées cryptographiques. Quoi. Okay. Après, pour la seconde question qui est intéressante, là, oui. Ingénieur en cyber dans les 5 à 10 ans. Exactement, c'est ça. Moi, je suis convaincu et je milite pour qu'un ingénieur en cyber soit, je dirais, coloré machine learning, intelligence artificielle, pas forcément pour développer de nouveaux outils, mais participer au développement de nouveaux outils en collaboration avec des spécialistes, parce que la masse de données devient tellement grande. Enfin, il y a 10-15 ans, on manquait de données pour former les gens. Aujourd'hui, c'est un peu le contraire. Comme beaucoup d'organismes, beaucoup d'entreprises stockent des données, ça devient quasiment impossible à un être humain d'appréhender le niveau de risque dans une entreprise de taille, on va dire, raisonnable. 1000 salariés, aujourd'hui, c'est des dizaines de milliers de mails par semaine. Et donc, il faut de l'IA, et probablement même du machine learning et du deep learning, pour déjà traiter cette masse de données et identifier ce que nous on appelle les signaux faibles. C'est-à-dire que dans une grande masse de données, voilà, vous avez 1 million de lapins dans la forêt, il y en a un qui est noir et tous les autres sont blancs. Ben, ce qui nous intéresse, nous, c'est de trouver le lapin noir. Alors, je réponds juste à... Vous en avez beaucoup, ben, ça prend du temps. Alors, je pense que c'est quelqu'un qui... Oui. Oui, je réponds juste à une question. Qui sont les deux qui demandaient à nouveau qui sont les intervenants? J'aurais dû le rappeler. Oui, donc Joël Courtois, directeur général de l'EPITA, et Robert Herra, qui est en charge notamment du master, qui est spécialisé en cybersécurité, qui est en charge du nouveau master à l'EPITA qui va. Oui, c'est peut-être les masques. On ne vous reconnaît pas. C'est peut-être du nouveau bachelor qui va ouvrir dès le mois de septembre. Est-ce qu'il faut voir dans ces ingénieurs aussi autre question dans ces ingénieurs de 5 à 10 ans? Je suis aussi responsable du master en anglais. Voilà, comme ça, tout est complet. Et est-ce qu'il faut voir dans cette évolution de l'ingénieur cybersécurité dans 5 à 10 ans des spécialités aussi? Il va y avoir le spécialiste ingénieur cybersécurité dans le monde du e-commerce, le ingénieur cybersécurité dans le monde de la santé, l'ingénieur cyber... Est-ce que ça aussi, ça risque d'arriver aussi des métiers beaucoup plus verticaux, qui n'empêche pas qu'un jour on puisse passer d'un secteur vers l'autre, mais ça, est-ce que vous le voyez dans les formations que vous proposez, d'avoir un peu plus de cours la santé aujourd'hui, on va dire? Il y a des spécialités techniques qui vont se développer. Nous animions il y a 2 jours un conseil de perfectionnement dédié à la sécurité dans l'embarqué et entre autres dédié à l'intelligence embarquée qui doit être sécurisée. Vous voyez la fusion des domaines. On veut à la fois des systèmes embarqués de l'IoT jusqu'aux systèmes extrêmement complexes, embarqués dans des avions, des trains, des voitures. On a besoin de systèmes embarqués de plus en plus complexes. Dans ces systèmes embarqués, on veut y mettre de l'intelligence artificielle pour les rendre plus efficients. Et puis, tous ces systèmes-là sont évidemment des cibles potentielles d'attaquants. Donc, il faut les sécuriser. Donc, sécurité et sûreté de l'intelligence embarquée, voilà un thème, par exemple, qui va être développé dans une majeure dans à peu près 1 an. Et qui n'existait pas aujourd'hui dans nos programmes. Ça, c'est pour dire que dans les 5 à 10 ans, il y a des domaines très technologiques qui vont continuer de se développer. À l'inverse, par rapport à des filiations métiers, on va de plus en plus s'orienter vers des outils. On ne peut pas demander à quelqu'un qui sort d'une école de commerce d'avoir des compétences de développeur. Il faut qu'il connaisse les risques, il faut qu'ils connaissent les principales approches, outils, protection, quels sont les risques, comment peut-on les aborder. Mais on ne peut pas leur demander de devenir de brillants programmeurs et d'être capables eux-mêmes de faire cette analyse. Donc, on a de plus en plus de besoins, et d'où la création de ce programme de bachelor, de personnes capables de mettre en œuvre des solutions dans des contextes extrêmement variés, et qui ne seront pas forcément à un niveau ingénieur, concepteur de nouveaux produits, et qui ne seront pas non plus forcément des experts du domaine où ils appliqueront leurs solutions, mais qui auront une vision suffisamment solide
des risques encourus et une ouverture d'esprit suffisamment importante pour être capable de comprendre le métier de l'entreprise à laquelle il s'adresse, pour être capable de bâtir avec les outils existants des solutions parfaitement adaptées aux besoins. Donc voilà, vous voyez des axes bien différents, renforcement de la cybersécurité dans tous les secteurs et en particulier dans celui de l'embarqué, et puis de l'arrivée d'outils et de personnes capables de bien les manipuler dans tous les types de métiers, le commerce, la médecine, la pharmacie, l'agriculture, il en faut absolument partout. Est-ce que ça veut dire, c'est une question qui nous est posée aussi, est-ce qu'on doit aussi donner des cours de développement, au moins même basiques, hein, mais dans les écoles de commerce? Pour moi, on doit même les donner dès l'école, dès le collège. Mais bon, c'est une autre histoire, mais en tout cas, oui, parce que voilà, sans rentrer évidemment dans les algorithmes très complexes, comme vous devez certainement en diffuser au sein de l'EPITA, mais oui, on doit apprendre à tout le monde de la même façon qu'il parle anglais, il doit savoir à peu près un peu parler informatique, entre guillemets. C'est un peu ça l'idée? Aujourd'hui, développer de petits programmes en Python, être capable de faire de l'analyse de données en Python, c'est d'une complexité tout à fait abordable, quelle que soit la formation initiale de la personne. J'avais assisté il y a quelques années à une conférence à Dublin pour les forces de l'ordre, policiers et gendarmes, où on leur expliquait comme quoi ils n'avaient pas forcément besoin d'aller chercher un analyste à chaque fois qu'ils faisaient une saisie de matériel informatique impliqué dans une affaire. On prenait la trace des logs et puis en Python, on était capable d'écrire un petit programme qui identifiait quelles étaient les principales adresses IP utilisées par la personne qui utilisait cette machine. On pouvait extraire de l'information en quelques lignes de Python. Et la démonstration était faite en pleine conférence où on demandait à des néophytes complets de monter sur scène, de se mettre devant un ordinateur et en quelques minutes de réaliser ce genre de petits programmes. Donc, vous avez tout à fait raison, c'est dès le collège que tout un chacun doit être préparé à cette programmation. Ce sera un vrai handicap de ne pas avoir les bases de la programmation dans quelques années. Et puis, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de passer par là, eh bien, la formation continue, c'est quelque chose sur lequel il y a aujourd'hui des budgets importants. Aujourd'hui, dans les entreprises, chacun dispose d'une manne financière qui lui est attribuée pour se former. Ne pas hésiter à aller se former à la sensibilisation à la cybersécurité, au code, au développement d'algorithmes simples. C'est vraiment abordable. Je pense que chacun en aura l'usage un jour ou un autre. On a Metal Space 01 qui nous demande quel est l'avenir de la SCADA aujourd'hui. Donc c'est tout ce qui est cybersécurité dans le monde industriel. Si c'est bien comme ça que je l'interprète, mais j'imagine que voilà, vu la thématique, ça doit être et militaire. Est-ce que ça aujourd'hui, ça va continuer à se spécialiser ou alors est-ce que finalement ça va se diluer et on va avoir une couche de sécurité beaucoup plus, comment dirais-je, commune à tous? Ou est-ce que voilà, l'avenir de la SCADA alors, l'un de vous, Robert ou Joël? Robert peut peut-être préciser, mais ça rentre dans la problématique globale de l'embarqué. Voilà, le SCADA, c'est aussi important pour le militaire que pour les entreprises qui les utilisent. Hein. Il me semble, même si c'est un peu confidentiel, il me semble qu'il y a plus de 250 systèmes SCADA sur notre porte-avions. Qui était juste Robert, qui était un monde plutôt qui vivait sur lui-même et qui aujourd'hui, du fait de l'ouverture des systèmes, fait que SCADA ça s'ouvre sur sur tous les systèmes d'information. Je dirais que le principal problème des SCADA, c'est qu'aujourd'hui ils sont sur Internet. Ils sont accessibles d'Internet pour des raisons de maintenance, d'être capables d'agir à distance. C'est comme les distributeurs automatiques de billets. Hein. Aujourd'hui, ils sont mis à jour, les Windows qu'il y a dessus sont mis à jour par TCP/IP. Donc, vous récupérez tous les problèmes liés au vieillissement de TCP/IP. Je suis un petit peu les évolutions des protocoles SCADA. Alors, il y a deux choses. Premièrement, les personnes qui l'utilisent en sont parfaitement conscientes des problèmes que ça pose. Donc, elles ont créé des consortiums pour améliorer la sécurité du protocole. Et on commence quand même à les surveiller étroitement, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a 15-20 ans. Hein. SCADA, il y a 20 ans, c'était un mot qu'on n'entendait pas dans les formations en sécurité. Aujourd'hui, vous avez des plateformes d'entraînement sur les attaques et les défenses de SCADA. Donc ça évolue très bien.
Probablement parce qu'on trouve ces automates dans des environnements extrêmement sensibles. Oui. Vous prenez une entreprise qui fait des produits chimiques aujourd'hui, il y a des SCADA partout, et ils ont très bien compris qu'il fallait surprotéger ces automates. Tiens, il y a une question qui se Je rebondit. vois une autre question là, il y a une question qui revient. Oui, c'est enfin. Allez-y, Robert. Le développement. Oui, justement, c'est ça. C'est avec Zizou qui nous demandait tout à l'heure. Alors, Est-ce qu'on doit donner des cours de depuis des années, je pense que n'importe qui peut. Je répète juste la question. C'est comme la musique, tout le monde peut apprendre. Oui, je répète juste la question. Oui. Donc, tout à l'heure, on nous demandait s'il fallait donner des cours de dev, même niveau basique, dans les écoles de commerce. Moi, je disais, mais pourquoi pas les descendre plus bas? Alors, c'est sûr qu'il faut les instituteurs, il faut des professeurs, pourquoi pas des étudiants aussi, formés pour ça, qui pourraient enseigner. Donc, est-ce vraiment envisageable d'enseigner le dev ou l'informatique dans des cours de plus jeunes? Et tiens, cette question à rebond, est-ce que c'est pas dangereux parfois de leur donner cet outil à ces enfants qui, vont avoir un peu plus d'ouverture Enfin voilà, je voulais répondre tous les deux. Alors, je pense, j'ai essayé de répondre, mais j'ai pas réussi j'étais pas connecté. Alors, je pense qu'il est fondamental d'apprendre à programmer aux plus jeunes, je dirais, pour détecter ceux qui sont bons. Et que tout le monde doit avoir un minimum de culture numérique. C'est comme si aujourd'hui on n'apprenait plus à lire, quoi. Je veux dire, l'usage de la lecture aujourd'hui va passer pour les nouvelles générations par les ordinateurs, tout ce qui est numérique au sens large. Il y a un mouvement, par exemple, que j'aime beaucoup aux États-Unis qui s'appelle Let's Coding, qui a été à un moment donné soutenu par les grands patrons et par le président Barack Obama avant son élection, pendant et un peu après, où ils disent clairement, moi j'entends souvent des gens qui disent il faut être très bon en maths pour apprendre à programmer. C'est faux. Ce sont deux choses différentes. Il y a des tas d'expérimentations qui sont faites aujourd'hui, il y a des tas d'entreprises qui font des stages pour des enfants de 8 ans. Si vous ne dites pas à un enfant de 8 ans que c'est compliqué, il va le faire. Vous avez des robots programmables, vous avez le langage Scratch qui a été quasiment développé pour ça. Après, leur apprendre à, les rendre dangereux parce qu'ils vont apprendre, oui, tout le monde a le droit d'apprendre à conduire une voiture, ça rend pas tout le monde dangereux, quoi. Une question qui demande... Conduire une voiture, il vaut mieux apprendre pour la contrôler. Est-ce qu'il vaut mieux apprendre la programmation au lycée, plutôt en démarrant par du Python, du C? À l'époque, on apprenait avec du DBase, qui était assez facile. Enfin, assez facile, ça donnait les rudiments. Mais... Avant le lycée. Voilà. Nous militons pour commencer avant le lycée. Avant le lycée. Je dirais avant le lycée, plutôt Scratch ou un Python, on va dire un peu dégradé, que ça ne pose pas trop de problèmes. Mais aujourd'hui, moi, ce que je trouve scandaleux, je peux le dire, c'est qu'il y a des lycées où les cours d'informatique n'ont pas lieu parce qu'il n'y a pas assez d'enseignants. On manque d'enseignants. Ça, c'est un autre boulot d'étranglement. Dire que tout le monde doit apprendre à programmer, il faut être clair, ça ne sera pas le cas avant 5 à 10 ans. Et est-ce que ça... sur le marché. Et est-ce que ça pourrait être justement le vrai scandale. Des élèves... La question de... Pardon ? Des élèves ingénieurs qui pourraient dédier... Est-ce que des élèves ingénieurs de l'EPITA, pourquoi pas, pourraient... Est-ce que ça, Joël, se dit, tiens, je peux aller proposer ça, qu'ils soient rémunérés pendant 1 an à former selon... il ferait peut-être leur année d'ingénieur en 2 ans, et puis ils feraient de l'alternance. Est-ce que ça peut être une solution aussi ? Il y a déjà des actions, qui existent. Auprès de jeunes qui vont dans des collèges en difficulté pour aider justement à développer des compétences numériques. Il y a des actions qui ont lieu pendant l'année et pendant les périodes de vacances qui sont très intéressantes pour les jeunes filles. Le débat, on n'a pas abordé aujourd'hui, mais le débat des femmes numériques, il est aussi criant dans le domaine de la cybersécurité que dans les autres domaines. Et nous avons une association étudiante, nous avons l'association Prologin, qui organise chaque été les Girls Can Code, les GCC. Et les Girls Can Code permettent à des dizaines et des dizaines de jeunes filles de découvrir la programmation à travers des petits stages. Donc on en organise dans des grandes villes de France, on en organise beaucoup sur Paris également. Et c'est le moyen d'ouvrir ces domaines. Donc oui, des étudiants peuvent s'impliquer dans ce type de mission. Mais encore une fois, la tâche est immense.
Et il y a besoin d'une véritable prise de conscience. De la même façon qu'il y a quelques années, nous avions conçu un MOOC à l'attention des profs de lycée pour qu'ils accélèrent leur préparation à enseigner le Python. De la même façon, on pourrait imaginer d'avoir de la formation pour des maîtres des écoles, pour des enseignants des collèges et pour tous les enseignants des lycées sur les bases de la programmation et sur les bases de la cybersécurité. Enfin, oui, faut pas l'oublier. Initial de cet entretien. Rappelons l'impérieuse nécessité de rappeler ces bases de la cybersécurité dès le plus jeune âge. Juste un dernier mot, on va conclure là-dessus parce que ça fait bientôt 1 heure qu'on est tous ensemble. On a eu Bernard Spitz tout à l'heure et vous deux là à l'instant. Dans les universités et les écoles, il y a des intervenants extérieurs. Est-ce qu'on ne pourrait pas le faire de la même chose dans les collèges et lycées? Oui, après c'est l'éducation nationale, c'est les rectorats. Il faut aussi aller les convaincre. Il faut quand même se dire que on rentre pas comme ça dans une école non plus. Voilà, on sait que parfois, c'est plus facile aux États-Unis. On voit des Microsoft qui s'installent plus rapidement, bon, en amenant des moyens aussi. Mais est-ce que ça aussi, ce sont des choses qu'on peut envisager et qui sont sur les tables de travail aujourd'hui, Joël? C'est vraiment plus difficile à mettre en œuvre. L'entreprise a ses propres règles, elle a son écosystème. Dire à une entreprise, vous allez détacher un certain nombre de vos ingénieurs pour aller faire le tour des collèges et des lycées, quelque part, il va falloir lui trouver un business model, à moins que ce soit dans le cadre d'une fondation. Mais n'oublions pas que la ressource est toujours rare. Les bons ingénieurs dans le numérique, les bons développeurs, sont des denrées rares dans les entreprises qui sont toutes en recherche de postes. Il y a des postes ouverts à peu près partout. Et la crise que nous venons de vivre, dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui, a renforcé les besoins de compétences dans le numérique. Nous étions encore dubitatifs il y a quelques mois en nous disant comment vont se placer les nouvelles générations, les nouvelles promotions d'élèves ingénieurs qui sortent de l'école. Elles se sont parfaitement placées et à ma grande surprise, on a même vu le salaire d'embauche moyen grimper encore cette année au milieu de cette crise. Donc, demander aux entreprises de détacher les ingénieurs dont elles manquent pour aller dans les écoles, c'est quand même une mission un petit peu délicate. Et former... Ça se fait beaucoup au niveau des écoles d'ingénieurs. Parce que quelque part, il y a un échange. L'entreprise qui vient dans l'école d'ingénieur espère se rendre attractive et recruter derrière des jeunes attirés par leur domaine d'activité. Et former des profs de maths à l'informatique, à la programmation Python, ça pourrait être quelque chose aussi. Alors après, il faut... Nous avons déjà créé des MOOC pour cela. On peut très bien lancer des programmes beaucoup plus ambitieux. Et là, nous sommes tout à fait prêts à travailler avec le ministère de l'Éducation pour monter des programmes de formation, qu'il s'agisse du code, des bases de l'algorithmique ou qu'il s'agisse de la cybersécurité, de façon à accélérer la formation des enseignants. Les enseignants de sciences, les enseignants de mathématiques sont tout à fait aptes à acquérir ces fondamentaux. Il y a déjà de très belles initiatives qui ont eu lieu avec, par exemple, des concours comme Algorea, les actions des castors. Les programmes des castors qui rentrent dans les collèges et des lycées font des choses absolument extraordinaires. Mais on est au niveau des élèves. Ah oui. Il faudrait aussi adresser le corps enseignant. Oui. Et on voit que le corps... Ce qui se faisait il y a quelques années, notamment pour les profs de lycée et de prépa. Oui. Et on l'a vu dans le cadre de la pandémie, on a vu que les profs étaient pas réticents à travailler avec le numérique. On en voit quand même très peu. Il y avait un papier hier dans Le Monde qui parlait des profs décrocheurs. Il y en a parce que... Voilà, ils ont du mal avec ces outils, ce qui peut se comprendre quelque part, mais il y a des profs accrocheurs. Ouais, mais il y a beaucoup de profs accrocheurs, et puis bon, on est toujours là. Hein, ils feraient un peu plus d'heures et on les paye beaucoup plus. Ça les aiderait aussi à aller un peu plus vers ces nouveaux métiers. Hein, enfin, ça accompagnerait un peu mieux tout ça. Il me reste à vous remercier, messieurs. Donc Joël Courtois, directeur général de l'EPITA, et puis à souhaiter bon vent donc au nouveau bachelor en cyber qui va ouvrir en septembre, mené par Robert Herra, qui est aussi patron du laboratoire de recherche en cyber de l'EPITA, et puis ce lien avec le campus cyber qui ouvrira en octobre, et puis voilà, dire que l'EPITA, voilà, c'est les recrutements sont lancés pour l'année prochaine, voilà, pour envoyer les dossiers, et précipitez-vous, parce que plus il y aura d'étudiants à l'EPITA ou dans les écoles d'ingénieurs, mieux nous serons protégés, parce que rappelons-nous, notre débat portait aujourd'hui sur la cyber. Merci à tous les deux. Il me reste aussi à remercier Bernard Spitz qui était notre premier invité. Protégez-vous les virus
russes sont partout. Voilà, exactement, qu'ils soient au propre comme dans le digital. Merci en tout cas, merci à tous ceux qui ont participé à nos questions, on a essayé d'y répondre comme on le pouvait, parce que vous étiez très nombreux à nous poser des questions, et puis on se retrouvera très bientôt pour un nouveau Twitch BFM Business. Messieurs, à bientôt. À bientôt. À bientôt.